La France et ses musulmans avait été édité par les éditions Fayard en 2006. Il a été coédité à Alger et traduit en 2012 à Abu Dhabi par les éditions Kalima. Mais il y avait comme sous-titre un siècle de politique musulmane. Donc avec une tranche chronologique qui commence en 1895. 1895, c'est une date très importante parce que cette même année, il y a eu la création du comité pour la mosquée de Paris. Il a fallu 30 ans pour qu'il aboutisse. Il y a eu l'ouverture du carré musulman du Père Lachaise et un projet de médersa à Paris. Médersa, c'est les instituts de haut niveau, les trois médersas d'Algérie. On voulait une quatrième à Paris. Et donc ce sont ces trois revendications qui, lorsqu'elles sont satisfaites, donnent l'impression aux fidèles d'une religion qu'elle est enfin acceptée. Mais je remonte jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire la date de l'arrivée de près de 100 000 morisques chassés d'Espagne, où ils étaient sommés de choisir entre le baptême et le bateau. Ils ont tous choisi le bateau, et comme ils ont appris qu'il y avait des noyades collectives pour les gens qu'on voulait reconduire au Maghreb, Henri IV les a autorisés à embarquer à partir des ports du Languedoc-Roussillon. Dans un deuxième temps, il les a autorisés à rester en France. Et l'exemple des morisques, c'est pas par passéisme ni par nostalgie qu'il est évoqué, il est d'actualité parce qu'on a un courant islamophobe, des polémistes très violents, parfois qui ils donnent l'impression de s'inspirer de l'Inquisition espagnole, en laïcisant un peu les termes, mais ils somment les musulmans de s'assimiler totalement et tout de suite. Or, l'exemple des morisques permet de souligner les vertus de la patience. Avec beaucoup de patience, les morisques étaient reconnaissables pendant des générations, mais ils ont fini par avoir une immersion dans la société française. Il y a des traces d'archives, il y a des noms où il y a la racine mort comme morin, avec AU ou MO. Et donc, ça permet d'interpeller les islamophobes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est, pour rester fidèle à la tradition française, est-ce qu'il vaut mieux s'inspirer de la tolérance exemplaire d'un grand roi de France comme Henri IV, ou au contraire, s'inspirer de l'Inquisition espagnole en laïcisant un peu l'État? Je pense que pour sauvegarder l'identité française, il est préférable de s'inspirer du grand roi Henri IV et de sa tolérance exemplaire. Ensuite, on a d'autres groupes, moins nombreux, par exemple celui de ce qu'on appelait les Mamelouks, ce sont les supplétifs égyptiens de l'armée de Bonaparte, que le général Menou a ramené avec lui quand il a évacué l'Égypte. Et le général Menou s'appelait Abdallah aussi, le général chef de l'armée française d'Égypte, s'est converti à l'islam, il s'appelait Jacques Abdallah Menou. Et les Mamelouks étaient installés dans le quartier égyptien de Marseille, le quartier de Castellane, pour ceux qui connaissent. Et ils ont fourni au ministère français de très bons traducteurs, à l'armée d'Afrique, au début de la conquête de l'Algérie. Et c'est un exemple d'intégration très bien réussi, mais complètement oublié par l'historiographie française. Il aura fallu un néo-zélandais, Jan Koller, pour restituer l'histoire de ces Mamelouks à partir d'un tableau qu'il a trouvé sur les bords de Seine. Il a trouvé un tableau d'un dignitaire en tenue arabe, égyptienne, mais peint par un peintre qui n'a jamais quitté Paris. Donc c'est l'Égyptien qui était en face de lui. Et à partir de ce tableau, il a fait un travail d'archéologue. Il a reconstitué toute l'histoire des Mamelouks amenés par Bonaparte, devenu Napoléon. Ensuite, on a un personnage clé qui s'appelait Ismaïl Urbain. C'était un Saint-Simonien parti en Orient, parce que les Saint-Simoniens voulaient concilier l'industrialisme de l'Europe avec la spiritualité de l'Orient. Il est parti en Égypte
Et il a choisi de devenir musulman. Et il est devenu interprète militaire, conseiller du duc d'Aumale, puis de Napoléon III. Et il est à l'origine de toutes les initiatives, comme les médersas, les 3 médersas, le projet de mosquée à Paris de 1846, avec un cimetière et un collège franco-arabe. C'est Ismaël Urbain avec la Société orientale qui était derrière. Et donc, ce qui montre que la phraséologie sur la mosquée de Paris pour les soldats musulmans morts pour la France, c'est un discours pour les réceptions. Mais historiquement, il est faux, puisqu'en 1846, il n'y avait pas de soldats musulmans morts pour la France, il y avait des musulmans massacrés par l'armée française coloniale. Et donc, le recul, la remontée loin dans le temps pour revisiter les grandes étapes de cette longue histoire, ça permet un grand nombre de démystifications, de sortir des discours un peu convenus et répétitifs pour écrire la vraie histoire de cette présence multiséculaire, alors que les polémistes nous présentent les musulmans comme des primo-arrivants, comme s'ils étaient arrivés le mois dernier, alors qu'ils sont là depuis des générations. Et ensuite, il y a le rappel de la vie intellectuelle des musulmans en France avant l'immigration ouvrière. Et c'est le cas notamment d'Ismaël Urbain, de l'émir Abdelkader qui était son ami. À Amboise, il y avait une Zaouia école d'Amboise, où l'émir Abdelkader lui-même enseignait le tawhid, l'aqid al-Sunusiya, du Cheikh Sunusi, donc théologien algérien du XVe siècle. Et donc, ça permet de comparer avec les grandes mosquées. Est-ce qu'il y a des recteurs de grandes mosquées capables d'enseigner ne serait-ce qu'une matière sur l'islam? Donc ce rappel les incite à s'inspirer du bon exemple de l'émir Abdelkader. Alors nous avons des recteurs qui ne savent pas diriger la prière. Alors l'enseignement, c'est surhumain pour eux. Et ensuite, on a la fraternité musulmane. Donc il y a une association appelée la Fraternité musulmane, créée à Paris en 1907, présidée par Christian Cherfis, devenu Abdelhak, qui a été le militant infatigable pour la mosquée de Paris, mais surtout pour un institut d'études supérieures sur l'islam avec une mosquée. Mais c'est le grand Lyautey qui a saboté l'institut et a empêché le Christian Cherfis de prendre la parole à la cérémonie des premiers travaux. Et jusqu'à maintenant, l'islam en France paye le prix, sous forme de déficit éducatif, de ce sabotage de l'Institut, jugé par Lyautey, je cite, dangereux, parce qu'il risque d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans. La mosquée, il est facile de la faire surveiller, donc on peut l'ouvrir. Et ces 2 demi-phrases résument un siècle de politique musulmane. Et ensuite, on a l'histoire de l'organisation de l'islam en France, qui remonte à Ismaël Urbain, parce qu'Ismaël Urbain a été à l'origine de la création d'un consistoire juif d'Algérie. Il a été créé dans des délais raisonnables, mais il a essayé de faire la même chose pour l'islam. Jusqu'à ce soir, il n'a pas réussi. Donc il faut essayer d'analyser les raisons de ces échecs à répétition, sans commenter les événements récents. Quand on analyse suffisamment les tentatives, les occasions manquées, on trouve les vraies causes. Ça permet de se poser la question, est-ce que les causes qui ont été à l'origine de la laïcité coloniale, qui est la négation de la laïcité républicaine, ont-elles disparu? Si elles n'ont pas disparu, c'est la continuation de ce serpent de mer qui remonte aux années 1840, la date de la première tentative d'Ismaël Urbain de créer un consistoire musulman en Algérie, qui était la France, et jusqu'à maintenant, on n'a pas d'instance réellement représentative de l'islam en France.